Bienvenue! Aujourd'hui, je vais vous montrer un problème que l'on rencontre avec les cassettes informatiques et qui est de plus en plus flagrant avec le temps qui passe. Les cassettes de jeux, tout comme les cassettes de vos programmes des années 80, ont déjà 40 ans. Vos enregistrements de musique et vos documents sonores sont également concernés, qu'ils soient sur cassette ou bande magnétique. Il est urgent d'agir pour ne pas perdre définitivement ces enregistrements. Nous allons voir un cas de lecture problématique d'un enregistrement sur cassette et essayer de trouver une solution. Alors il faut avouer qu'aujourd'hui je n'ai pas choisi la facilité. Les ordinateurs Auric ne sont pas réputés pour la fiabilité du chargement par cassette. Tout heureux d'avoir remis la main sur un ordinateur des années 80 avec quelques jeux, vous avez hâte de l'essayer. Dans le cas de cet Auric, il faut trouver un lecteur de cassette standard et le câble audio qui va les relier. Je vais utiliser ce câble standard audio que je vais relier à une platine cassette. Pour ma démonstration, je vais utiliser cette platine JVC modèle KDA1 de 1978. Elle sera plus pratique pour vous montrer les éléments constitutifs du lecteur. Il y a une chose à faire régulièrement sur tous les lecteurs de cassette, c'est le nettoyage de la tête de lecture d'écriture et l'entraînement de la bande. Cela va éviter de lire une bande dans un environnement poussiéreux et donc de polluer celle-ci et d'aggraver son état. Cela va aussi éviter de polluer les bandes magnétiques des cassettes qui seront lues après usage d'une cassette défectueuse. Il faut nettoyer la tête et le mécanisme avec des cotons-tiges et de l'alcool non modifié ou de l'alcool isopropylique. J'ai nettoyé la tête afin qu'il ne reste aucun résidu dessus. Ici, l'axe du moteur entraîne ces trous en caoutchouc. En mode lecture, la bande est prise entre les deux et est entraînée à son tour. Ici, l'appareil sur stop, les deux éléments ne sont pas en contact. Il faut les nettoyer également. Je les nettoie aussi en mouvement. Il faut continuer tant que le coton n'est pas propre. Il faut bien sûr faire attention à ne pas laisser de fibres de coton dans le mécanisme. Ici, le lecteur est tout à fait propre. On va pouvoir procéder au chargement du jeu sur l'ordinateur.
Je place la cassette dans le lecteur. Nous allons pouvoir surveiller l'intensité du signal sonore de la cassette à l'aide de ces deux vumètres. J'ai placé les appareils de cette façon afin que l'on puisse bien surveiller le chargement. La cassette a été rembobinée dans un sens puis dans l'autre afin de s'assurer que la bande soit correctement enroulée. Alors ici l'ordinateur n'a même pas capté le nom du programme qui chargeait en début de cassette. J'ai laissé intentionnellement dérouler la cassette jusqu'au bout. Alors je vais charger la cassette dans le magnéto. On va retenter avec cette Auric Atmos.
On a vu lors de la lecture des cassettes que le niveau d'enregistrement n'était pas le même à gauche et à droite, il était toujours plus faible d'un côté que de l'autre. C'est pas bien grave parce que ce sont des cassettes enregistrées en mono, donc on récupère au moins un bon signal sur les deux côtés. Néanmoins, vous avez remarqué que parfois la puissance d'enregistrement, le niveau sonore diminuait et puis même tombait très très faible avant de remonter, et ça c'était assez aléatoire et ça variait tout au long de la lecture de la cassette. Et forcément, lorsqu'on tombe à un niveau trop faible, l'ordinateur ne peut plus se synchroniser et ne va plus correctement lire les données et le chargement va planter. Idéalement, sur un enregistrement de qualité, les deux aiguilles auraient été sur le 100% ici. Là, on aurait vraiment eu le volume correct sur toute la longueur de la lecture. Bon, alors je suis obligé de sortir la machine de guerre. Sur cet Hitachi haut de gamme, je peux régler le niveau sonore de sortie. Ça va me permettre d'essayer de garder un volume correct pour que l'ordinateur puisse attraper le signal. Après avoir réparé cette Atmos, j'ai réussi à lire quelque chose, au moins un bout de l'intro du jeu Terminus, au prix d'un gros encrassage des têtes de lecteurs, suivi de nettoyage à chaque essai. Assez perdu de temps avec ces cassettes et changements de technique. J'ai numérisé le signal audio des jeux afin d'y voir un peu plus clair. Ici, la courbe sonore du jeu Zorgon's Revenge. Il est en A-bloc continu. On voit différentes zones où le volume sonore est altéré. Cela semble être une perte faible, mais on a ici une échelle en décibels, dB, qui est logarithme. Et donc, 3 dB en moins signifie un volume sonore divisé par 2. Sur la fin, le signal est très affaibli sur cette section, et sur la voie de droite, c'est encore pire. Revenons au début de l'enregistrement. Je vais zoomer jusqu'à faire apparaître les ondulations du signal, et voir, si je puis dire, le codage des bits même du programme. Pour comparaison, voici enfin le même zoom sur la partie affaiblie. Il n'y a vraiment plus rien à en tirer. Passons au jeu Terminus, face B, qui semblait meilleur. Je l'ai ici numérisé en mono. Il y a également une baisse de signal sur la fin, dans la dernière section du programme. Grâce à mon logiciel d'édition sonore, j'ai pu ramener le niveau sonore à son maximum sur toute la longueur de l'enregistrement. En supposant que cette manipulation ait restauré le fichier, il faut le réinjecter dans le RIC pour voir si cela fonctionne. Alors je vous passe les différents essais, mais je n'arrive toujours pas à charger ce programme. Autre piste, je vais essayer avec un fichier son réputé propre, téléchargé depuis le net. On trouve de nos jours des jeux pour RIC sous la forme de fichiers TAP. Un petit utilitaire permet de convertir le fichier TAP en fichier WAV. Le fichier WAV ainsi obtenu doit être optimal, et je devrais enfin arriver à charger quelque chose. On s'éloigne de la cassette, mais j'aimerais trouver une configuration qui fonctionne. Voici une comparaison entre les courbes sonores de mon fichier issu de la cassette en bas et du fichier WAV en haut. On voit que ce dernier est bien plus carré et qu'il va sonner de façon bien plus agressive lors de la lecture. Je charge donc le fichier WAV digital en le lisant avec VLC, puis je vais essayer avec SoundForge.
Enfin, avec une lecture directe à partir du PC, volume à 95%, lecture faite avec le logiciel SoundForge, l'Auric 1 a enfin chargé et lancé le jeu au 3e essai dans cette configuration. Le fichier lu est au format WAV en 11 kHz que j'ai extrait d'un fichier à la norme TAP trouvé sur Internet. Cette méthode ne fonctionne pas avec les jeux en plusieurs parties. Par exemple, ici, il y a normalement une mire d'accueil pendant le chargement de la cassette. Cet écran de chargement est sur la bande magnétique. Je n'ai pas réussi à l'avoir cette fois-ci, comme je l'ai eu partiellement il y a quelques années. Bon, en tout cas pour ce soir c'est terminé, je vais un peu profiter du jeu que j'ai enfin réussi à charger, c'est la première fois que j'ai un jeu chargé sur cet Auric. Je vous laisse et on se retrouve dans quelques secondes. Revenons à nos cassettes qui renferment des données introuvables sur le net, par exemple un programme que vous aviez élaboré à l'époque ou tapé pendant de nombreuses heures à partir d'un document aujourd'hui perdu. On a vu que c'était peine perdue de tenter un chargement analogique à partir d'une cassette si celle-ci avait subi les affres du temps. Il faut donc la numériser et retravailler le fichier. J'ai trouvé un utilitaire nommé WaveClean qui va produire un fichier WAV amélioré à partir d'un fichier WAV issu de la numérisation d'une cassette. Voici une comparaison entre le fichier original et sa version traitée par WaveClean. Les silences et le bruit de fond ont disparu et les données détectées sont clairement retravaillées sous forme de pics. On va essayer de charger ce nouveau fichier WAV dans notre Auric 1. Eh bien, quand ça veut pas. Le fichier WAV nettoyé ne passe absolument pas chez moi, malgré mes différents essais. Je reviens sur mon meilleur fichier numérisé pour essayer encore, mais c'est vraiment sans succès. J'arrête là l'acharnement. Ici, nos cassettes de jeu, clairement des ferros, produites en masse et à faible coût, sont en fin de vie. La couche magnétique se décompose et part en poussière. La bande étant définitivement détériorée, il n'est pas possible de la réparer. Si vous souhaitez avoir une cassette fonctionnelle d'un jeu, il y a la possibilité de récupérer sur Internet le fichier audio de cette cassette, ou de repartir de votre sauvegarde si elle est fonctionnelle. Il faut alors jouer ce fichier son et l'enregistrer sur une cassette scène. Ensuite, il faudra démonter les cassettes, couper et transférer la partie enregistrée dans l'ancien boîtier. Personnellement, je préfère avoir une version de décoration. Pour continuer à profiter pleinement de votre ancien ordinateur, il y a des solutions modernes. Il existe des adaptateurs qui vont simuler la présence d'un lecteur de cassette ou de disquette et que vous nourrissez en logiciel grâce à une carte SD. Pour l'Auric, il existe un boîtier nommé Erebus qui va enfin vous permettre de charger vos logiciels avec fiabilité et rapidité. Le seul bémol avec l'Erebus, c'est que l'on ne peut pas sauver de données à partir de l'Auric. La meilleure façon de faire est de stocker correctement vos cassettes et bandes magnétiques. Les boîtes à chaussures et les tiroirs sont vos alliés. Évitez les pièces humides ou avec de fortes différences de température, comme un grenier ou une cave, etc. Il faut aussi s'y prendre le plus tôt possible. Faire des copies sur des supports plus récents ou numériser les contenus. C'est la même chose avec les disquettes. J'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé à ce problème. Je vous invite à cliquer sur le pouce et à vous abonner pour ne pas rater mes prochains sujets.